que les choses peuvent dégénérer entre la CEDEAO et le Mali et aboutir à une intervention militaire au Mali? C'est une bonne question. Rien n'est à exclure dans ce type de situation. Rien n'est à exclure. Il ne faut pas le souhaiter, naturellement. Mais s'il y a un bouillonnement qui se fait au niveau local, si la communication des autorités de la transition n'est pas très bonne, et si le peuple malien ne s'approprie pas cette gouvernance qui pourrait devenir de plus en plus difficile avec les contraintes de fermeture, de blocage des frontières, les marchandises qui ne rentrent pas, etc., l'inflation qui risque de grimper, le secteur minier qui est affecté à cause des problèmes de sécurité notamment, à partir du moment où il y a une grogne sociale qui se fait dans certaines franges de la société malienne, il pourrait y avoir une forme de rébellion en interne. C'est quelque chose, c'est une éventualité. Je ne dis pas que ça va se faire automatiquement, mais c'est une éventualité parce qu'il faut se dire que ces FAMA-là, les forces armées maliennes, les autorités de transition, ne font pas l'unanimité non plus au Mali. Peut-être ils peuvent se réclamer d'une certaine adhésion majoritaire de la population, mais il n'y a aucun pouvoir, qu'il soit civil ou militaire, qui peut bénéficier d'un crédit à 100% de la part de la population. Donc il y a certains partis politiques, certaines associations, certaines organisations, certains individus maliens qui aiment leur pays aussi et qui ne sont pas d'accord avec ce que fait la junte. Donc il ne faut pas penser que c'est 100%, une adhésion à 100%. Et donc si des mouvements se lèvent en interne et que les autorités de la junte matent ces manifestations-là, les pays africains, ça pourrait ternir l'image de ces militaires et d'autres pays africains dont la CEDEAO pourrait être amenée à imaginer une intervention éventuellement. Et si les autres pays de la CEDEAO sont menacés par des aspects sécuritaires, d'un point de vue, ils vont légitimer le fait de pouvoir intervenir pour se protéger eux-mêmes. Ce n'est pas souhaitable, mais regardez... Comme ce qui s'était passé avec la Gambie sous Yahya Jammeh. Ce qui s'est passé avec la Gambie, ça a été heureusement rapide et sans dégâts énormes. Effusion de sang, oui. De sang, mais tout est à prévoir, en sachant que ce qu'il faut souhaiter, c'est que les autorités maliennes et la CEDEAO retournent autour de la table, parce qu'on ne peut pas se faire la guerre. Même dans sa déclaration, le colonel Goïta n'exclut pas des négociations avec la CEDEAO. Mais bien sûr, la voie royale, c'est ça. L'idée, ce n'est pas d'aller décrier la France ou la Russie ou d'autres en laissant la CEDEAO à côté. En réalité, la CEDEAO, c'est le premier partenaire naturel du Mali en termes de coopération multilatérale. Parce que là, on est dans le cadre de la coopération multilatérale. C'est le Mali plus une organisation régionale dans laquelle le Mali fait partie. C'est le partenaire le plus naturel. Ce n'est pas la France, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas autre chose. Parce qu'on est dans un espace régional et il faut dialoguer pour arriver à quelque chose. Mais la CEDEAO doit surtout aider ses autorités maliennes. Et aussi, il faut le dire, moi je suis pour une transition rapide, pour une organisation des élections rapide, parce que 5 ans, si les autorités maliennes militaires veulent rester 5 ans, c'est un mandat. Est-ce que vous, Mohamed, vous interrogez les Sénégalais, est-ce qu'ils seraient d'accord pour que l'armée gère ce pays pendant 5 ans? C'est une question, alors que éventuellement, il y a d'autres Sénégalais peut-être qui sont capables de diriger le pays, qui sont honnêtes, qui sont de compétents. Mais on a essayé avec Bandao, qui était un civil, mais ça n'a pas prospéré. Oui, mais il n'y a pas que lui. À partir de cet instant-là, retransformons les choses et puis il faudra peut-être une nouvelle constitution en disant que c'est un État militaire qui est instauré, puisque ce n'est pas un État militaire, c'est un État démocratique, républicain. Il faut aller vers des élections le plus rapidement possible. 6 mois de transition, même un an, 18 mois, jusqu'à 24 mois. Mais quand même, vous ne pouvez pas dire une transition militaire qui dure pendant 5 ans et on sait très bien qu'il faut se méfier du pouvoir parce qu'on a des bonnes intentions lorsqu'on arrive au pouvoir. On est tous des humains, que ce soit des militaires ou des civils, et après, petit à petit, les choses se transforment. Ça peut aiguiser certains appétits. Voilà, on goûte au pouvoir et les choses commencent à dégénérer. Et lorsqu'il y a un pouvoir militaire aussi,
la coopération internationale se modifie parce que, en général, la coopération, elle marche aussi lorsque c'est des élections démocratiques. Donc, il faut soutenir la junte dans sa volonté de rétablir, avec le départ de IBK, de rétablir l'autorité, d'essayer d'avancer dans la lutte contre le terrorisme, mais cette junte-là doit pousser pour une transition rapide pour que des civils retournent au pouvoir. Est-ce que vous voyez une main invisible de la France derrière ces sanctions infligées au Mali par la CEDEAO et l'UEMOA? Bon, vous savez, il y a plusieurs mains invisibles. Hein. En diplomatie, on ne dit pas tout ce qui se passe. Dire qu'il n'y a aucune main invisible, ça serait méconnaître la diplomatie et les relations internationales. La France a des intérêts au Mali, la Russie a des intérêts dans le conflit malien, d'autres pays aussi ont des intérêts dans ce conflit, parce que le Mali, c'est un territoire aussi aux enjeux multiples, géopolitiques, géoéconomiques, etc. C'est pas juste, vous êtes bon, vous êtes gentil, on va venir vous aider. Mais ça, à la limite, toutes les puissances doivent l'avouer. C'est pas seulement, que ce soit la France, la Russie, le Qatar ou d'autres. Donc, vous pensez plus clairement que la France a dicté ces sanctions? Alors, je ne peux pas dire que la France a dicté ces sanctions. Je n'en ai absolument pas la preuve. Il faut être responsable dans la communication. Mais ceci dit, la France travaille de concert avec la CEDEAO. Ça, c'est sûr. Maintenant, il faudrait voir dans quelle mesure les chefs d'État de la CEDEAO écoutent la volonté ou la vision de la France au Mali et dans quelle mesure ils appliquent ce que la France pense en termes de stratégie, d'abord pour l'Europe, pour ses intérêts aussi, et pour la paix de manière globale, parce que c'est des questions de terrorisme également. Quel est le degré de sensibilité des chefs d'État africains vis-à-vis des positions de la France d'un point de vue géostratégique et géoéconomique et même géopolitique? C'est là-dessus qu'on peut répondre à cette question. Mais ce qui est sûr que la France ayant des intérêts au Mali et ayant engagé ne serait-ce que son armée au Mali, on parlait de... Bon, il y a eu un retrait à Tombouctou, la base de Tombouctou a été fermée, hein, Kidal, etc. Progressivement, il y a un retrait qui se fait, un redéploiement, mais même l'Union européenne a des forces sur place, les Américains sont présents, et là-dessus, cette présence-là, déjà, représente le témoin d'intérêts qui sont sauvegardés ici. Voilà, maintenant, la France, pour finir juste là-dessus, les chefs d'État africains ne doivent pas écouter, leur démarche ne doit pas être dictée ni par la France, ni par la Russie, ni par d'autres. Mais est-ce que ces sanctions pourraient être perçues comme une sorte de représailles? Parce qu'on a vu que entre le colonel Goïta, on a vu que le colonel Goïta et le président Macron ne sont pas en odeur de sainteté. On a vu cette visite-là avortée d'Emmanuel Macron à Bamako. Est-ce que tout cela, pris en compte, pourrait expliquer ces sanctions prises par la CEDEAO? Est-ce que ça pourrait expliquer ces sanctions prises par la CEDEAO? Bon, très certainement, parce que bon, la CEDEAO aussi, en partie au moins, la CEDEAO bénéficie de soutien de la part de l'Union européenne et de la part notamment de la France. Les pays de la CEDEAO sont aussi appuyés d'un point de vue budgétaire par la France notamment. Donc voilà, ils ne s'en cachent pas d'ailleurs. Ils dialoguent avec la France sur cette question-là. Au niveau du Mali. Mais ce qui est aussi important à noter, c'est qu'il faut qu'on arrête maintenant en Afrique d'écouter des puissances étrangères. Ça passe par quoi? Ça passe par la défense. À partir du moment où vous ne pouvez pas assurer votre propre défense, ça pose problème. Regardez ce qui a amené le problème là. L'intervention militaire dans les années en 2013 de la France au Mali. Pourquoi faire appel à cette force? Et ensuite Serval, Barkhane, etc. Il faut dire que la France a du mal à s'enlever une épine du pied à ce moment-là. Moi, je l'avais dit autant, et ça paraissait aussi bizarre, à partir du moment où il y avait le MNLA sur l'Azawad, qui s'est associé avec des groupes terroristes
au départ, c'était des visées autonomistes, on va dire, ils voulaient l'autonomie de l'Azawad, etc. Déjà, ce n'était pas normal, parce que le Mali, c'est un territoire un et indivisible. Et par la suite, ceux qui venaient de Libye et qui se sont associés avec, en fonction des intérêts, avec les rebelles du MNLA, mais bon sang, on devait désarmer tout le monde. Mais qu'est-ce qu'a proposé la France? Des dialogues, un dialogue. Et là, c'est une erreur monumentale que la France a faite, sciemment ou pas, mais en tous les cas, à mon avis, on devait, lorsqu'il y a eu l'intervention française, la conséquence ultime, ça devait être le désarmement de tous ceux qui tenaient des armes au nord et qui n'avaient pas la légitimité d'avoir des armes avec eux, que ce soit terroristes, MNLA ou qui que ce soit. D'accord. Voilà. On a vu la réaction aussi de la Guinée qui déclare que ses frontières restent ouvertes au Mali. Est-ce que vous vous attendiez à une telle réaction de la part de la Guinée? Bon, oui, on pouvait s'y attendre quelque part parce que c'est la Guinée, c'est aussi à peu près la même situation dans le sens où on attend là aussi des élections. Hein. Doumbia doit aussi, cette transition doit aussi finir au bout du compte par l'organisation d'élections. Donc eux aussi, ils peuvent se dire, bon, si on ne soutient pas le Mali, un jour, ça peut peut-être nous tomber dessus. Donc ça me semble logique de comprendre ce soutien-là. Et je vous dis encore une fois de plus, comme on parle de panafricanisme, ces autorités militaires ont l'impression, pour eux, ils ont le soutien d'une bonne partie de la jeunesse africaine. Ça vient d'où? Ça vient de l'histoire des troisièmes mandats. À partir du moment où on a connu le cas en Guinée avec Alpha Condé, à partir du moment où IBK ne donnait pas des résultats et qu'on voyait que le territoire était de plus en plus menacé et que l'intervention de l'armée française ne produisait pas les résultats attendus, bon, il y a un certain panafricanisme qui s'est levé et qui souhaite des démocraties, la paix en Afrique, etc. et qui ont tendance, cette frange de la population africaine, à soutenir des régimes, même si c'est des régimes militaires, parce qu'on considère qu'ils délivrent les peuples. Mais ça, par contre, il faut aussi y aller avec des pincettes. À partir du moment où tu délivres un peuple, tu dois organiser des élections pour manifester ta bonne volonté.